Bonjour et bienvenue à ce quatrième vidéo de notre 8e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, puis en fait pour le reste des vidéos de la semaine, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tomber un peu plus là, dans les applications de tout ce qu'on a montré. Donc les 3 premières vidéos étaient assez théoriques, mais là on va vraiment partir avec comment est-ce qu'on peut utiliser ces choses-là. Donc on va y aller là, avec notre premier exemple ici, donc l'exemple 5.1.3. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'aller calculer là, les extrémums relatifs. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est d'aller calculer les minimums, les maximums relatifs de la fonction qui nous est donnée ici. Donc, f de x est égal à 2x³ plus 9x carré moins 10. Donc, pour faire ça, là, on va toujours passer au travers de 4 étapes que je vais vous suggérer, qui vont nous permettre là, de bien faire les choses. Donc, la première étape, qui va être un peu une étape 0, donc c'est l'étape par laquelle on doit passer pour être sûr de ne pas faire d'erreur, c'est d'aller identifier là, le domaine de notre fonction. Donc ici, on va regarder. Donc, est-ce qu'on a une fraction? Non. Donc, on est correct. Est-ce qu'on a une racine? Non. On est correct. Et est-ce qu'on a un log? Non. On est correct. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit dans ce cas-ci? Ben, c'est que le domaine va être égal à toutes les réels. Donc, on n'a pas grand-chose à gérer ici. Ça va être important de calculer le domaine parce que ben, si, mettons, la fonction n'existe pas entre 2 et 5, ben, ça serait un peu fou d'aller dire qu'il y a un minimum ou un maximum entre 2 et 5. Ça n'aurait absolument pas de sens. Donc, on va juste vraiment calculer le domaine là, pour être sûr qu'on va se restreindre à parler des bonnes valeurs de x, les valeurs pour lesquelles la fonction existe. Une fois que ça c'est fait, une fois que le domaine est identifié, on va aller calculer à l'étape 1. C'est là qu'on va commencer peut-être plus pour vrai le travail. Donc, on va commencer par aller calculer la dérivée de la fonction. Donc, ici, on va aller calculer f' de x. Donc, ici, ça va être 2x³ plus 9x carré moins 10, donc tout ça prime. Et là, on va commencer aussi là, à dériver de manière un peu plus rapide. Là, on commence à être bon pour dériver. Donc, la dérivée du premier terme, ici, on va avoir 2 fois 3x carré plus 9 fois 2 x, et la dérivée de 10, ben ici, ça va être moins 0. Donc ça ici, ça va nous donner 6x carré plus 18x. Et on va même se permettre d'aller un peu plus loin que ça. On va se permettre d'aller exprimer ces dérivées-là là, sous une forme factorisée. Donc si on peut faire de la facto, là, on a 6x qui est commun à tout le monde. Dans le premier terme, ici, il va nous rester x, et dans le deuxième, il va nous rester 3. Donc, on va voir que notre dérivée, c'est 6x fois x plus 3. Ça, ici, je vais le noter, là. C'est la forme factorisée de la dérivée. Ça, c'était notre étape 1. Et à l'étape 2, on va aller calculer nos valeurs critiques qu'on a définies aux dernières vidéos. Donc, étape 2, on va aller calculer les valeurs critiques. Donc, valeur critique, il peut y en avoir plus qu'une, on se rappelle. Là, donc, valeur critique, comme ça ici. Donc, qu'est-ce que c'était qu'une valeur critique? Donc, si on n'est pas sûr, on retourne voir à la définition. Mais les valeurs critiques, c'était toutes les x qui faisaient en sorte que f' de x était égal à 0. Donc, on veut savoir quand est-ce que cette dérivée-là est égale à 0. Donc là, nous, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on remonte, puis on regarde. Ben, quand est-ce que ça ici, c'est égal à 0? Donc là, vous allez voir, là, il y avait une raison pourquoi on l'a écrit sous forme factorisée ici. On a comme deux blocs ici. Là. On a 6x, puis on a x plus 3. Donc, vous serez d'accord avec moi là, que si 6x est égal à 0, donc si j'ai un 0 ici, ben 0 fois n'importe quoi, là, ça n'aura pas le choix, ça va me donner 0. De la même manière, si x plus 3 est égal à 0, donc si ce bloc-là est égal à 0, bien, peu importe la valeur de 6x, quelque chose fois 0, ça va encore une fois me donner 0. Donc essentiellement, là, quand on veut trouver quand est-ce qu'une fonction est égale à 0, puis cette fonction-là s'exprime sous un produit de plusieurs blocs, ben, on peut regarder là, chacun des blocs de manière indépendante. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce f' de x-là va être égal à 0, donc dans deux cas. Premièrement, si 6x est égal à 0, ou encore si x plus 3 est égal à 0.
Et là, on peut comme aller résoudre là, chacun de ces petits blocs-là. Donc, si 6x est égal à 0, mais ça revient à la même chose que dire si x est égal à 0 sur 6, mais 0 sur 6, c'est égal à 0. Ou encore, si ici, x est égal à moins 3. Donc, on peut venir isoler notre valeur de x là, dans chacun des petits blocs. Et là, je vous entends déjà dire, OK, mais mettons que j'ai pas réussi à faire la forme factorisée, qu'est-ce que je fais? Ben, dans ce cas-ci, on va remonter un peu pour se donner de l'espace, mais votre étape 2 ressemblerait à ça ici. Donc, étape 2, valeur critique. Donc, si vous n'avez pas la forme factorisée, ça veut dire que vous êtes arrêté à ça ici. Donc, vous allez voir quoi? Ben, vous allez voir f' de x est égal à 0 si 6x carré plus 18x est égal à 0. Et là, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, on va voir que ça, ben, ça correspond ici, ni plus ni moins, à polynôme de degré 2. Donc, on utilise la formule quadratique. Donc, vous allez dire que les x qu'on cherche ici, mais ça va être moins b, donc moins 18 plus ou moins racine de 18 au carré, moins 4 fois 6 fois 0. Donc, comme ça ici, tout ça divisé par 2a, donc divisé par 2 fois 6. Et là, ben, éventuellement, au bout de tout ça, là, vous allez trouver 0 et vous allez trouver moins 3, qui vont être exactement les valeurs qu'on avait tantôt, du moins là, les valeurs pour le x. Donc vous allez essentiellement là, aboutir exactement à la même chose. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas obligé de passer par la forme factorisée, mais ça peut un peu simplifier le problème là, de la manière qu'on l'a montré ici, en considérant là, chacun des deux blocs égal à 0. Et là, une fois que ça ici c'est fait, on va aller faire notre dernière étape qui est l'étape 3. Donc, étape 3. Et cette étape-là, c'est l'étape du tableau de croissance-décroissance. Voilà. Donc, dans le tableau de croissance-décroissance, on va se faire un tableau qui résume un peu la situation, toutes les choses qu'on vient de calculer, mais qui va aussi nous permettre d'aller identifier les minimums et les maximums relatifs. Donc, ce tableau-là va toujours avoir l'air de la même chose. Donc, on va se faire essentiellement ici 3 lignes. Donc, une ligne pour les x, une ligne pour la dérivée f' de x et une ligne pour notre f de x. Donc, comme ça ici. On va faire un tableau qui est quand même assez long là, pour être sûr de ne pas manquer d'espace. Et dans le fond, la première ligne ici, là, la ligne avec le x va correspondre au domaine de notre x. Donc, vu que le domaine ici, c'est des réels, ben, ça va partir à moins l'infini et ça va se terminer ici à l'infini. Donc, si on se rappelle, là, je vais l'écrire, ça c'est à cause de notre domaine. Et entre les deux, mais on ne veut pas aller écrire toutes les valeurs, ça ne sert absolument à rien. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller identifier seulement les valeurs critiques. Donc, si on a trouvé deux valeurs critiques, on a trouvé moins 3 et 0, mais on va aller les identifier sur ce genre d'axe-là, si on veut. Donc, je vais venir mettre mon moins 3 ici, mon 0 là, et on va lui donner comme des cases à toutes ces choses-là. Donc, on va se faire une case ici, comme ça. Et entre les deux, ben, on va laisser ça vide un peu. Là, ça va être des valeurs un peu quelconques. Et là, ben, on va essayer d'aller remplir ce tableau-là. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va vouloir remplir ce tableau-là. Donc, bon, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait déjà des choses en partant. Là. Donc, on sait que f' de x, donc la dérivée ici, quand x est égal à moins 3, ça, c'est égal à 0. Pourquoi est-ce qu'on sait ça? Ben, c'est exactement ce qu'on a calculé à l'étape 2 là, avec les valeurs critiques. Donc, les valeurs critiques qu'on vient mettre ici, là, ça n'a pas le choix. Il faut que f' de x soit égal à 0 à ces endroits-là. Si jamais vous n'êtes pas sûr, ben, vous pouvez toujours remonter. Il n'y a rien qui vous empêche de remonter à la valeur de votre dérivée que vous avez calculée ici, d'aller plugger les valeurs dedans. Donc, si vous pluguez les valeurs dedans, là, moins 3, ben, vous allez obtenir 6 fois moins 3 plus 3, puis là, ben, si vous calculez ça, vous allez voir que ça vous donne 0, puis vous pouvez aller là,
l'indiquer directement ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller compléter un peu toute cette ligne-là. Donc, on va vouloir le savoir, juste le signe en fait. On voudrait savoir, est-ce que f' ici est positive ou négative? Même chose là, pour les cellules qui sont ici. Évidemment, au bout, ça n'aura pas de sens. Donc ici, on ne pourra pas savoir, on ne pourra pas évaluer la dérivée en f' à moins l'infini ou à plus l'infini. Donc ça ici, là, on ne va pas venir remplir ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller savoir le signe de f' de x ici alors qu'il n'y a pas de valeur? Bien, on va aller choisir n'importe quelle valeur qui est entre les bornes à gauche et les bornes à droite. Donc dans ce cas-ci, on prend un chiffre, n'importe quel qui est entre moins l'infini et moins 3. Donc disons ici, je prends moins 10, et on vient plugger cette valeur de moins 10 là dans notre dérivée. Donc, encore une fois, je remonte, puis là je regarde, ok, mais si je prends moins 10, donc je fais 6 fois moins 10 multiplié par moins 10 plus 3. Et là, je regarde qu'est-ce que ça donne. Et là, peu importe qu'est-ce que ça donne, moi, ce que je veux savoir finalement, c'est est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif. Et là, ben, dans ce cas-ci, vous allez voir, là, on va avoir moins 60 fois moins 7. Donc, ça me donne 420. Ça ici, c'est positif. Et je viens seulement indiquer que c'est positif. Après ça, je fais la même chose ici. J'ai moins 3, j'ai 0, donc je vais me situer entre ces deux valeurs-là. Je peux prendre n'importe quelle valeur, donc disons moins 1. Et je regarde, bon ben, une fois que je plug moins 1 dans ma dérivée, donc dans ça ici, qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai 6 fois moins 1 plus 3. Donc 6 fois moins 1, ça me donne moins 6. Ici, j'ai fois 2, ça me donne moins 12. Moins 12, c'est négatif. Et je poursuis, donc entre 0 et l'infini, je peux prendre n'importe quel chiffre. Donc disons, je prends 1. Donc 1, qu'est-ce que j'ai? Ben, je vais avoir 6 fois 1. 1 plus 3, donc ça fait 6 fois 4. 4 fois 6, ça fait 24, donc c'est positif. Ce qui est bien avec ça, c'est que si vous ne choisissez pas les mêmes chiffres que moi, donc si vous prenez d'autres nombres, donc disons qu'ici vous prenez moins 50, ici vous prenez moins 2.5, puis qu'ici vous prenez 34, ben vous allez encore là, obtenir les mêmes signes que moi. Ça n'a pas le choix. Donc peu importe le chiffre qu'on prend, là, ça va toujours donner la même chose. Donc la méthode est le fun pour ça. Là, on n'a pas besoin de prendre un bon chiffre pour que ça fonctionne. Peu importe celui qu'on prend, on va toujours obtenir les mêmes résultats. Et ben ensuite de ça, on peut poursuivre avec notre dernière ligne. Donc f de x. Donc f de x, ici, on ne veut pas aller remplir des choses avec des valeurs. On veut juste savoir comment est-ce que ça comporte notre fonction f de x. Donc, si vous vous rappelez, là, au début du chapitre 5, on a fait un genre de tableau avec 3 cas possibles. Là. Donc, on nous disait, dans le premier cas, je crois, lorsque f' de x est positif, notre fonction, elle est croissante. Donc, on va juste venir l'indiquer avec une flèche là, qui pointe par en haut pour dire que ma fonction, elle est croissante. Quand f' de x est négatif, ma fonction est en train de décroître, donc elle est décroissante. Je l'indique par une flèche qui descend. Et ensuite, ben, on retombe avec un positif, donc ici notre fonction est en train de croître, donc elle est en train d'augmenter. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Là? Ben, si on reprend là, notre question, ici on va aller identifier les minimums et les maximums qui sont relatifs. Donc les minimums et les maximums qui sont locaux. Donc là, on regarde, ici, on est en train d'augmenter, ici, on est en train de descendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, graphiquement, on aurait quelque chose là, qui ressemble à ça ici. Et donc là, ici, on peut prétendre qu'on a un maximum relatif. Donc ici, on aurait un maximum relatif. Et entre les deux ici, ben, on est en train de descendre et après, on est en train d'augmenter. Donc ici, on se retrouverait en un minimum relatif. Et ça, ben, on le sait là, direct là, à partir des flèches. Là. On n'a pas besoin de se casser la tête plus que ça, juste en sachant que avant j'augmente et après je descends. Donc ici, j'ai une flèche un peu comme ça, puis après comme ça. Ça m'indique automatiquement que j'ai un maximum. Et quand je me situe entre quelque chose qui diminue et quelque chose qui augmente de cette façon-là, ben, je me situe automatiquement dans un minimum relatif.
Évidemment, sachant ça, ben, on va s'intéresser à savoir c'est quoi cette valeur-là du minimum ou du maximum relatif. Donc, on va prendre notre valeur de moins 3 et on va aller le plugger dans la fonction de f. Donc, on revient à notre fonction de départ ici. On remplace x par moins 3. Qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on va trouver ici là, que le maximum correspond à 17. Et de la même manière, si on plug 0 dans la fonction de départ, donc dans le truc avec le x cube et le 9x carré, ben, on va trouver ici que notre minimum est en une valeur de moins 10. Et finalement, ce qu'on pourrait faire, on pourrait remplir les dernières cellules qui sont ici. On peut peut-être les calculer intuitivement, là, sans se faire une limite nécessairement, là, mais si on prend une valeur de x qui est très 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 petite, ben on va voir là, que la valeur en y va aussi être très 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 petite. En fait, ça ne va pas arrêter de descendre. Donc, on est un peu en train de faire la direction inverse. Donc, si je recule par là dans mes x, ben ma fonction, elle, est toujours en train de décroître comme ça. Vu que j'avais pas d'asymptote horizontale, ben elle va décroître un peu à l'infini. Donc, si on pourrait descendre jusqu'à moins l'infini. Et de l'autre côté, ben, même chose, vu qu'on n'a pas d'asymptote horizontale, ben, si je pousse mes valeurs de x par là, ma fonction ne va pas arrêter d'augmenter. Donc ça ici, ça va augmenter là, à plus l'infini. Et donc, ben, c'est ça qui nous permet de faire l'analyse des minimums, maximums relatifs d'une fonction. C'est les 4 étapes que je viens de vous présenter.